Quelles sont les difficultés liées à l'écoute? Quels sont les quelques écueils à éviter? Soyons conscients que les difficultés par rapport à l'écoute n'épargnent personne, même pas les écoutants les plus expérimentés. C'est pourquoi c'est important de pouvoir les regarder en face, de pouvoir les reconnaître, ce qui va nous aider à pouvoir être plus libres pour les prendre en compte ou bien ne pas nous laisser enfermer dans ces difficultés. Et puis, plus je les ignore, plus elles peuvent revenir en douce. Alors, je vais vous demander un petit exercice, vous qui écoutez cette vidéo. Je vais vous demander de prendre un papier et un crayon pour noter dans la liste à la prévère que je vais vous donner par rapport aux différentes difficultés auxquelles on peut être confronté ou bien des difficultés qui vont venir, qui vous viendront pendant que je parlerai afin ensuite de pouvoir les travailler. Alors ça peut être des difficultés qui vous sont personnelles, qui sont récurrentes, ou bien des difficultés que vous avez rencontrées dans certains moments, vous avez écouté des personnes et qui étaient liées à des circonstances extérieures, à un manque de confort, voilà, des causes extérieures. Alors, je vais commencer justement sur ces difficultés extérieures. D'abord, le lieu. Vous savez, on peut avoir des personnes qui se confient à un moment de manière inattendue et puis on est dans un lieu qui n'est pas très ad hoc, donc qui n'est pas accueillant ou qui n'est pas assez neutre. Donc ça peut arriver. Donc on peut soit demander d'aller dans un autre lieu, de se déplacer, ou bien si on est pris par surprise, on reste dans ce lieu et puis du coup on n'est pas en bonne position d'écoute. Il peut y avoir du bruit aussi, éventuellement un manque de confidentialité, vous avez un appel téléphonique, il y a des personnes, vous rentrez, commencez à dire des choses un peu intimes, puis il y a des personnes qui peuvent entendre, donc voilà, bien en être bien conscient, peut-être se déplacer. Il peut y avoir aussi un manque de temps, c'est-à-dire quelqu'un commence à se confier, mais vous n'avez vraiment pas de temps, donc là vous pouvez à la fois lui dire, et puis peut-être que quelquefois on n'ose pas le dire, hein, et du coup on est préoccupé par la chose qui vient derrière et on peut tout à fait dire eh bien on va se parler un peu plus tard, mais il y a cette difficulté que des personnes sont prêtes à parler à un moment et si on ne prend pas ce moment au vol, eh bien ça ne se représentera pas. Donc c'est à nous de tester, par exemple de dire ok, je vais prendre un peu de temps, mais je vais téléphoner à mon bureau parce que je vais être en retard et je vais les prévenir. Et comme ça on se sort de cette difficulté, de cette cause un peu extérieure pour être plus dans une présence. Il peut y avoir voilà, des manques de confort, on est mal installé, je me rappelle d'une écoute très importante que je faisais et qui avait lieu dans un restaurant. C'est là qu'on s'était donné rendez-vous avec une jeune fille qui avait quelque chose de vraiment important à confier. Franchement, je n'entendais pas un mot sur deux. Et du coup, je m'accrochais sans vraiment bien entendre. Et ce n'est qu'au bout d'un moment, et malheureusement un peu tard, que je lui ai dit est-ce que vous pourriez parler plus fort ou est-ce que voilà, est-ce qu'on pourrait pas se mettre à une autre table pour qu'on puisse être plus au calme. Et au fond, elle se ne rendait pas compte que moi, je n'entendais pas. Donc, oser dire par certains moments avec voilà, délicatesse pour pouvoir se mettre dans un bon lieu. Ensuite, il y a les difficultés qui sont liées à ma personne, à mon état intérieur notamment, que si je suis préoccupée par des choses, que j'ai des soucis personnels, ou bien que je suis fatiguée, que j'ai mal au dos, que j'ai mal à la tête, voilà, en tenir compte, parce que ça va brouiller aussi mon écoute. Un manque de motivation aussi. Une personne commence à se confier, franchement, vous n'avez pas envie. Donc, soit vous arrêtez tout, hein, mais eh bien, il y a aussi cette possibilité de se ressaisir pour vraiment écouter en vérité. Voilà, envie de faire autre chose, de regarder son ordinateur, de regarder son portable. Donc, tout ça peut être des perturbateurs autour de l'écoute. Peur, enfin, de ne pas être à la hauteur. Et ça peut arriver de manière récurrente, de peiner, de décevoir. Et on l'a vu autour des étapes indicatives pour aider. La clé, c'est quand même d'entendre. Donc c'est de pouvoir reformuler. La clé n'est pas de donner des solutions quand quelqu'un se confie, mais de pouvoir faire en sorte qu'il puisse exprimer ce qu'il souhaite exprimer. Et vous savez, c'est déjà consolant de se sentir entendu. Et puis il y a les difficultés qui sont liées
à la relation, dans toutes nos relations, à ma rencontre avec l'autre. Par exemple, si je trouve la personne sympathique ou antipathique, si j'ai pas d'intérêt pour ce qui est dit, pour ce qui est laid, etc. Et donc quelqu'un qui va se mettre à parler et puis j'ai pas vraiment d'intérêt. Et puis si vraiment on est à l'écoute, on peut saisir des pépites. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je me disais, j'ai pas envie, et puis quand même je me dis, bon, je me suis ressaisie, je me dis, je vais écouter, et là il y avait un moment vraiment des pépites qui étaient vraiment à entendre, que la personne voulait confier. On peut aussi être en désaccord sur des idées, des valeurs. Écouter ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la personne, mais la première écoute, c'est d'entendre de monter sur la colline de l'autre, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur la même colline et que vous êtes d'accord. On pourra à un moment signifier son désaccord, mais il faut aller assez loin dans l'écoute du point de vue de la personne. Il peut y avoir aussi un manque de connaissance des références de l'autre, où on n'est pas du tout dans le même univers. Alors ça peut arriver avec des personnes âgées et puis des personnes plus jeunes, et là il va falloir ajuster le vocabulaire. Alors ça ne va pas vous demander si vous êtes avec des jeunes qui parlent en argot, ou ça ne vous demande pas de parler argot, mais de simplifier votre vocabulaire pour se mettre aussi à la hauteur de l'autre. Il peut y avoir aussi une trop grande connaissance de la personne. Et donc ça va donner des difficultés, nous donner des difficultés pour écouter. Je sais à l'avance ce qu'il va dire, il dit toujours ça. Et là, ça peut vraiment entraver une vraie écoute. Ça peut être aussi que l'histoire qui nous est confiée est en trop grande proximité avec notre propre histoire. Par exemple, un deuil que la personne nous confie et qui me renvoie à ma propre histoire. Donc c'est très important de pouvoir se décontaminer de nos histoires, ou de les avoir assez travaillées, ou de les avoir assez dépassées pour pouvoir écouter l'autre en vérité, sans que ça ressurgisse pas trop fort sur ma propre histoire. Il peut y avoir aussi des a priori, des projets que j'ai en tête, le souci d'efficacité, vouloir à tout prix aussi que l'autre parle, aborde tel sujet. Alors ça, c'est très contraignant et très intrusif. Donc aussi, se méfier de soi-même quand on est un peu intrusif, il faut le savoir. Être dans une trop grande implication, ne pas être à la bonne distance, hein, parce que c'est la vie de la personne, c'est pas la mienne. Donc c'est important de tenir la bonne distance. Une tendance à juger, à interpréter, donc voilà, apprendre à se connaître pour pouvoir moduler et puis se défaire un peu de mauvaises habitudes. Et puis manque d'attention aussi à des non-dits, c'est-à-dire ne pas être assez dans la perception, ne pas passer à côté des sentiments, des émotions, où il peut y avoir une émotion qui nous gêne, une colère, du coup on n'arrive plus trop à écouter. Donc il faut accueillir cette double écoute, hein, que ça nous gêne, le mettre un peu de côté pour vraiment accueillir la personne. Chercher aussi à se justifier, à expliquer, tout ça peut vraiment entraver une vraie écoute. Et puis il y a la question du silence aussi, de savoir laisser des silences si la personne, ne pas vouloir le remplir de paroles tout de suite. Donc laisser ses plages, laisser comme des respirations, laisser faire des pleurs aussi, sans tout de suite dire « ah bon, non, non », voilà, laisser. Et puis simplement venir en écho par des murmures, voilà, tout simplement. Je me souviens d'une femme que j'écoutais, et à un moment, je laissais tellement de silence qu'elle m'a dit mais est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là? Êtes-vous toujours là? Et donc je dis oui, je suis toujours là. Donc attention aussi à des silences qui seraient totalement vides. Donc en conclusion de cette partie sur ces difficultés, eh bien, c'est important de pouvoir les prendre en compte, ces difficultés, de ne pas les évacuer. Si c'est des difficultés extérieures, comme je l'ai dit, savoir changer d'endroit s'il faut, repousser un appel, le remettre à un autre moment où je serai plus disponible. Et puis si c'est des difficultés liées à mon état, à ma relation, si elles sont récurrentes, eh bien les accueillir, apprendre à en prendre conscience, pour les apprivoiser, trouver des pistes aussi pour qu'elles n'entravent pas notre relation à l'autre. Et puis se rappeler toujours qu'une personne qui se confie,
c'est vraiment un cadeau qu'elle nous fait. Et donc, ça nous donne aussi l'occasion de donner du temps pour ces écoutes, voilà, qui nous permet de changer notre perspective, nous qui voudrions peut-être faire autre chose à ce moment-là. Maintenant, je voulais exprimer deux écueils qui sont à éviter. Le premier, c'est se transformer en sauveur. Voilà. Ça concerne donc notre positionnement dans la relation. C'est-à-dire que je me mets inconsciemment au-dessus de la personne que j'écoute. Je me mets en position de la sauver et finalement la personne va se transformer en victime et elle va tout attendre de moi. Alors qu'une écoute, normalement, permet justement à ce que la personne progressivement retrouve sa capacité d'agir, de retrouver son autonomie, de prendre ses responsabilités. Elle peut aussi, la personne, être naturellement se placer en victime et nous mettre du coup nous-mêmes en sauveur, se plaindre sans cesse pour attirer l'attention sur elle. Et donc voilà, on est mis en position de sauveur. Alors soit le sauveur, celui qui se met au-dessus, commence à critiquer parce qu'il trouve ça un peu lourd que l'autre se laisse aller, ne prenne pas ses responsabilités, soit la victime va refuser de prendre sa part de responsabilité dans sa situation et devient un persécuteur demandant toujours de l'attention à l'écoutant. Alors, je vais vous donner un exemple, moi, qui m'est arrivé dans les débuts où je faisais de l'écoute. Une femme qui se confiait, qui était dans une situation de précarité, elle vivait chez la mère de son copain, avec son copain, mais elle en avait marre, elle se sentait enfermée dans une situation voilà, qui l'enfermait. Et donc on a fait pas mal d'échanges, elle aurait voulu trouver un appartement ailleurs. Et en fait, en cheminant, progressivement, moi j'ai essayé de trouver des solutions pour elle. Et elle, c'était 2, 3, 4 fois par jour, elle revenait vers moi en se demandant où j'en étais pour trouver une solution, etc. Et je me suis fait complètement envahir. Et du coup, la victime est devenue persécuteur de moi. Et en fait, je ne me rendais pas compte, mais c'est quand je me suis dit que je faisais 4 mails par jour pour lui répondre, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas, surtout que sa situation n'était pas une situation d'urgence. Et c'est en me faisant accompagner, en le partageant en supervision, qu'on a pu rétablir la situation, que j'espace mes réponses. Et du coup, elle s'est mise à me persécuter, elle ne comprenait pas pourquoi je ne répondais plus aussi vite. Et puis, progressivement, ça a permis de rétablir la situation pour faire rompre ce triangle. C'est le triangle connu de Karpman, entre sauveur, victime, persécuteur, qui est difficile quelquefois à rompre parce que la personne se sentant victime, on a peur que voilà, tout s'arrête pour elle. Et finalement, voilà, on est arrivé à remettre la relation d'aplomb quand elle a compris que c'était à elle aussi de faire du chemin et de prendre ses responsabilités pour se sortir de la situation dans laquelle elle s'était enfermée. Aussi, pour éviter ces situations d'enclenchement entre persécuteurs, sauveurs, victimes, il y a 4 questions qu'on peut se poser quand une personne se confie à nous. D'abord, y a-t-il une demande? Donc, s'assurer qu'il y a une demande. Mais ça peut être une demande juste d'être écouté, mais est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui se victimise et qui a juste besoin de notre présence en permanence pour se rassurer? Suis-je disponible? Important, maintenant ou à un autre moment. Est-ce que je suis compétent pour répondre? Et enfin, important, est-ce que je vais faire plus de 50% du chemin? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais plus, en tant qu'écoutant, plus de 50% du chemin, c'est que j'en fais trop, parce que c'est à la personne de progressivement prendre son chemin pour résoudre sa situation. Donc si j'y réponds non à une de ces 4 questions, eh bien c'est que j'aide la victime plutôt que d'être dans une relation d'écoutant-écouté, mais qui est quand même plus d'égal à égal. Deuxième écueil, eh bien, c'est autour de la manière dont on questionne, dont on pose les questions. Est-ce qu'on les pose de manière adéquate ou inadéquate? Avant de poser des questions, eh bien, il faut se demander pourquoi je pose cette question.
Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est intrusif? Voilà, pour qui elle est formulée? Est-ce que c'est pour moi-même que je veux avoir les réponses ou qu'est-ce que ça va faire avancer la personne? Donc, pour une écoute de qualité, on va on va encourager des écoutes, des questions le plus possible qui soient ouvertes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question ouverte? Eh bien, c'est une question qui va provoquer une réponse assez large où la personne va pouvoir exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer et ça accorde une grande liberté. Par exemple, quel est votre point de vue sur cette situation? Voilà. Donc ça, c'est assez large, la personne va pouvoir parler. Ensuite, il y a les questions fermées. Les questions fermées qui incitent à répondre par oui ou par non. Alors ça, c'est des questions qui peuvent nous obliger à donner une réponse précise. Êtes-vous chômeur? Êtes-vous prêt à faire cela? Je ne sais pas, avez-vous fait cela? Oui ou non? Voilà. Bon, ça peut aider pour éclairer une situation, mais attention à ne pas être trop dans ces questions fermées. Les questions peuvent être intrusives, j'en ai parlé, et elle va mettre les personnes dans une situation de malaise, de refus, d'échec par exemple aussi, de négation parce qu'elle ne veut pas aller plus loin. Par exemple, ne croyez-vous pas que vous auriez pu agir autrement? Ça peut être un peu intrusif pour une personne. Il peut y avoir aussi des questions manipulatrices qui font dire à l'autre ce que je souhaite qu'elle réponde. Par exemple, vous ne trouvez pas qu'il faudrait refuser cette proposition? Là, bon, on incite à une réponse, voilà, en tout cas c'est assez manipulateur. Il peut y avoir des questions aussi indirectes pour avoir la réponse à quelque chose, qui est un peu insidieux aussi. C'est une façon de poser des questions sans en avoir l'air. Par exemple, ça peut être « Depuis que vous venez là, vous devez beaucoup avoir à dire ». Et là, c'est une manière de dire voilà, on s'intéresse à la personne, mais on va essayer de la faire parler. Il y a aussi des questions alternatives qui peuvent nous enfermer, par exemple, parce qu'elles sont réductrices par rapport à un choix. On le retrouve quelquefois dans les sondages, où il n'y a que 1, 2, 3, 4 questions. Alors souvent, on va rajouter « autres » qui nous laisse un peu un espace de respiration si on ne se retrouve pas dans les 4 premières réponses. Voilà, si on est qu'est-ce que vous préférez, avoir un CD ou un livre, peut-être que je veux pas du tout ça, mais simplement avoir une rencontre, je sais pas. Mais voilà, c'est ces questions alternatives. Et puis il y a des questions interrogatives qui peuvent entraîner plutôt à la justification plutôt qu'à s'exprimer. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt chercher ce papier? Donc là, on va essayer de se justifier, c'est parce que j'étais en retard, etc. Donc on va être dans la justification, ça ne va pas nous aider à nous exprimer. En conclusion, sur ces écueils à éviter, eh bien, ce serait intéressant dans les prochains jours de nous interroger nous-mêmes sur la manière dont nous écoutons, en nous rappelant quelques moments où nous avions été dans l'écoute, la manière aussi dont nous posons les questions, et puis s'entraîner à poser des questions pour voir comment les personnes, pas pour manipuler justement, mais pour s'entraîner. Et puis de nous entraîner à mettre en œuvre un point ou deux de ce que nous avons entendu dans ces repères pour l'écoute, pour nous mettre en marche justement pour une écoute plus attentive. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions en nous les adressant à écoute@alliancevita.org. Donc, écoute@alliancevita.org. Et je pourrai y répondre. Il peut y avoir aussi d'autres écoutants. Nous y répondrons de manière confidentielle, que ce soit lié à ce cycle de formation, mais aussi à des écoutes à lesquelles vous êtes en difficulté. Donc vous pouvez vous nous les confier. On pourra essayer de détricoter ensemble, voilà, et de manière tout à fait confidentielle. Merci et bonne route.